Nous sommes aujourd'hui donc à nouveau avec les élus, une trentaine d'élus qui interviennent sous forme de pitch et qui ont accepté de jouer ce jeu de 3 minutes. Et on va être un peu montre en main puisque vous êtes nombreux. Et on a le plaisir d'accueillir donc là sur ce plateau 8 élus intervenants de toute la France. Vous allez voir, on va parcourir un parcours de France assez intéressant et on va commencer dans la Nièvre avec le maire de Nevers, Denis Thuriot. Je vous remercie, Denis Thuriot, d'être des nôtres. On se connaît bien autour du Civim, votre formidable initiative qui a permis aussi de montrer combien Nevers était dynamique jusqu'à Las Vegas et dans les partenariats internationaux. Donc, merci d'être avec nous avec les villes Internet. Et je vous laisse donc la parole en tant que président de Nevers Agglomération pour 3 minutes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Pas de Las Vegas cette année en physique, mais en tout cas à distance, puisque j'étais sur le plateau du village francophone du Global Village. Simplement, alors effectivement, j'interviens en tant que président de l'agglomération et maire de Nevers, mais aussi en tant que représentant de Ville-de-France. Et je rappelle que Ville-de-France et Ville Internet sont d'ailleurs des partenaires historiques depuis longtemps au niveau des politiques numériques locales et aussi de l'Internet citoyen qui prend plus en plus de place, et on le sait notamment par le plan de relance et la partie numérique et inclusion numérique notamment. Alors, pour la fédération d'élus que je représente au niveau de Ville-de-France, je rappelle qu'elle regroupe les villes médianes entre 10 000 et 100 000 habitants à peu près. Voilà ce qui est la composante d'une bonne partie des Français, une petite moitié. Je rappelle que également nous sommes une fédération qui regroupe non seulement les communes qui se situent dans cette strate, mais aussi des intercommunalités, et cela évidemment en complément avec l'ADCF dont je fais également partie. Donc en tout cas, nos territoires médians, et j'essaie d'être un peu un de leurs porte-parole régulièrement, et particulièrement aujourd'hui, ont parfois une ingénierie limitée, mais malgré tout qui a le mérite d'exister. Et parfois, si ce n'est de l'ingénierie suffisante, je pense d'une certaine ingéniosité qui est permise à tous. Donc voilà, en portant notamment des initiatives innovantes, ambitieuses, adaptées, parfois agiles, souvent agiles même, d'ailleurs parfois par rapport aux grandes villes ou métropoles, et puis solidaires pour un numérique qui soit au service des citoyens. Et j'ai tendance à dire qu'effectivement, ça n'est pas parce qu'on est dans le secteur de l'innovation et sur les réseaux qu'on se coupe du monde, et je pense que la crise le prouve largement, c'est plutôt le contraire. Alors cette crise dont nous parlons tous, et on va essayer de l'intégrer justement dans nos réflexions digitales, cette crise de la Covid-19, c'est effectivement aussi un moment crucial à relever dans l'ère moderne, dans l'ère contemporaine. Elle est à l'origine d'un choc économique et social majeur, financier également, et sans doute bien plus grave que ce qu'on a connu dans les conséquences. Je ne parle pas évidemment des victimes, et nous pouvons tous les déplorer, quelle que soit l'origine, mais notamment du 11 septembre 2001 et de la crise financière de 2008. Nous connaissions les causes, il fallait les régler, peut-être un peu moins facilement au niveau du terrorisme, mais en tout cas aujourd'hui, nous connaissons moins la cause et nous ne l'avons pas complètement réglée. En tout cas, elle a révélé, cette crise, plus que jamais les opportunités du numérique, mais aussi les risques et les inégalités, et c'est la raison pour laquelle Ville Internet et Ville-de-France ont lancé d'ailleurs une consultation qui durera jusqu'au 20 mars pour identifier les bonnes pratiques du numérique avec 3 thèmes d'ailleurs principaux, notamment en ce qui concerne la gestion de crise. Alors plus que jamais, je pense que nos territoires doivent dialoguer. Nous ne sommes pas en concurrence, nous sommes en complémentarité avec chacun des atouts et des faiblesses, et en tout cas nous inspirer les uns des autres, construire ensemble, et c'est sans doute une forme d'antidote aux épidémies et notamment aux crises mondiales en général. Ça n'est pas le repli sur soi, le complotisme, ni la ségrégation, mais c'est plutôt de l'information intelligente, de la coopération en lien avec les nouvelles technologies, l'innovation et donc une nouvelle forme de solidarité plus globale. En tout cas, c'est dans cet esprit, et vous venez de le rappeler, que nous avons lancé depuis 3 ans à Nevers et à Shawinigan en alternance, en tout cas au Québec en alternance. C'est le seul salon international, sommet international d'innovation en ville médiane au monde qui a lieu à cheval sur 2 continents. Nous avons pu le tenir, je dirais presque miraculeusement, un peu avant le second confinement.
et donc Ville-de-France et Ville Internet sont d'ailleurs évidemment partenaires et je les en remercie. En tout cas, ce CIVIM, c'est la traduction d'une envie de découvrir et de partager les innovations dans les différents territoires médians, souvent moins connus que les métropoles, mais tout aussi riches de projets de dynamique participative. C'est en tout cas ce qui a été à l'origine de cette proposition d'organiser un salon pour qu'un sommet pour les villes concernées. Et puis c'est aussi l'envie de faire des choses ensemble, et je vois que beaucoup de réseaux se complètent, se lient, se retrouvent ailleurs dans d'autres pays étrangers quand on pouvait voyager, et ça reviendra, je l'espère. En tout cas, partagent des problématiques et des constats communs, et parfois adoptent des solutions qu'ils co-construisent. En tout cas, cette co-construction est la démonstration d'un dialogue de projets aussi pour des villes moyennes qui se tournent vers l'avenir et qui pourront prospérer de cette façon-là, peut-être aussi avec une reprise de population en ce qui concerne Nevers, elle commence à se constater. Et puis un accompagnement de nos concitoyens à la transition numérique, c'est indispensable. Bref, toutes ces opportunités, ce sont des projets précieux en temps de crise. On l'a vu pour nos commerces de proximité, je vais pas faire une liste exhaustive, mais pour le développement aussi d'une nouvelle économie. Et puis pour continuer cette participation citoyenne, cette implication, ce sont aussi parfois des risques et des inégalités. Je pense qu'il faut en être conscient. Il y a des enjeux autour de la cybersécurité. On a vu encore des villes pourtant assez fortes dans le domaine de l'innovation se faire cyberattaquer. Ce sont les enjeux de l'inclusion du numérique, je les ai indiqués au début de mon intervention, et puis aussi quelque part l'impact environnemental, tout cela est fondamental. D'ailleurs, je précise qu'en ce qui concerne les collectivités qu'il m'est donné de diriger, nous nous installons dans une politique aussi de développement durable autour de l'innovation par un label justement de numérique responsable. Ville-de-France, en tout cas, travaille sur toutes ces thématiques et notamment avec le programme et par le programme Action Cœur de Ville, qui a été co-construit entre le gouvernement et notre structure notamment. Je rappelle que c'est le financement de 234 villes sur 5 ans avec 5 milliards d'euros et il y a une partie innovation qui est ciblée avec aussi l'évolution des administrations, une facilitation d'accès notamment par le numérique. Bref, cette association, notre association a pris aussi part aux différentes consultations dans le cadre du plan France Relance pour accompagner les collectivités dans cette transition au service des citoyens. Donc vous le voyez, je pense que toutes ces politiques numériques dans les territoires sont essentielles pour repenser notre économie différemment, et on y est déjà. Le lien social, et on est loin d'avoir la démonstration que l'innovation coupe, et au contraire, sans cela, nous serions les uns les autres sans doute encore plus isolés, et la preuve en est, nous ne pourrions certainement pas tenir ce que nous faisons aujourd'hui. Les services publics, évidemment, et puis les politiques environnementales. Donc je pense qu'à la fois répondre à l'urgence est évidemment une priorité, c'est ce que l'État et les collectivités et nos structures associatives font, mais c'est aussi savoir s'adapter, résister à la morosité, au pessimisme, qui est quand même une nécessité. Notre rôle, d'essayer d'emmener notre population, nos entreprises, nos startups vers un avenir qui soit meilleur. En tout cas, c'est aussi de choisir son avenir qui est important plutôt que de subir. Donc, ne comptons pas sur la chance, prenons nos opportunités de changement et d'amélioration. Je voulais souhaiter, dans cette introduction, à tous les élus, les agents, les partenaires des collectivités, une excellente cérémonie de remise des labels de Ville Internet avec des échanges riches et des projets favorables qui soient mis en lumière. Voilà, merci de m'avoir permis de m'exprimer. Moi, je n'entends plus. On ne vous entend pas, non? Alors, Florence, on ne vous entend plus. Enfin, pas du tout, même. Le temps de laisser Florence Durand-Tendard se reconnecter, je vais prendre la main et laisser directement la parole à Marie-Antoinette Santoni-Brunelli qui intervient auprès de nous depuis la Corse, depuis la communauté d'agglomération du Pays Ajaccien et qu'on est ravis d'accueillir pour cet exercice de pitch d'élu. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous... Voilà. Ah. Je vous en prie. On a retrouvé Florence. Je vous en prie, Marie-Antoinette. Pas de souci. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation à participer à ce pitch d'élu. Et puis, je vous tiens aussi à vous féliciter parce que organiser une manifestation dans ces conditions, ça ne fait que nous conforter dans l'idée que forcément le développement du numérique est très important pour nos collectivités, comme vous le savez, à la CAPA, mais plus globalement déjà au niveau de la Corse, quand on vit sur une île, cette spécificité d'insularité nous conduit à mettre l'accent sur toutes les infrastructures de transport. Et c'est vrai que le haut débit est une infrastructure de transport et c'est vrai qu'il nous permet de pouvoir échanger
avec le territoire national bien évidemment, avec le reste du monde dans de meilleures conditions. Et quand on vit sur une île, bien, je crois qu'on prend véritablement conscience de l'utilité, de l'importance de ces infrastructures de haut débit, encore une fois, qui nous permettent de voyager et de communiquer dans d'excellentes conditions. Alors c'est vrai que cette crise Covid, elle n'a fait que renforcer cette nécessité de pouvoir utiliser des moyens de communication autres que les relations physiques. Ça nous a obligés aussi à mettre en place des procédures pour lesquelles nous n'étions pas forcément préparés. On est un petit peu autodidacte dans cette crise. Néanmoins, à la CAPA, pour parler plus précisément de la communauté pour laquelle j'ai cette charge du développement du numérique, nous investissons depuis le début et bien avant la crise. C'est mon deuxième mandat d'élu. Je dois avouer que nous avons mis vraiment le paquet sur le développement du numérique avec des moyens humains et techniques, puisqu'on a quand même une DSI pour une population de 100 000 habitants. On a une DSI de 25 avec 25 CDI, donc quand même 4 développeurs. Et on a un budget d'environ 4 millions d'euros entre la ville d'Ajaccio et la communauté d'agglomération. Donc vous voyez qu'on met vraiment des moyens techniques, humains et financiers qui sont importants, parce qu'on ne peut pas non plus cacher ces éléments-là quand on veut vraiment offrir des services aux habitants de nos agglomérations, de nos communautés d'agglomération. Il faut y mettre les moyens. Il n'y a pas de secret. En Corse, en tout cas, la CAPA s'illustre comme une collectivité chef de file en la matière, puisque encore une fois, c'est un choix politique. C'est un choix politique, mais qui a pu être mis en œuvre grâce, encore une fois, à l'investissement de nos collaborateurs techniques. Et j'en profite d'ailleurs pour les saluer, parce que depuis le début et tout au long de cette crise, ils ont été particulièrement efficaces et ils ont continué à travailler dans des conditions dégradées que nous connaissons. Je sais qu'ils nous écoutent aujourd'hui, donc j'en profite aussi pour les remercier de leur investissement. Alors, bien évidemment, je ne vais pas répéter tout ce qui peut être dit, tout ce qu'on peut faire. Bien évidemment, à la CAPA, on a mis en place le Wi-Fi public, parce que ça, c'est très important. Le suivi des conditions de circulation sur des territoires comme les nôtres, qui sont parfois bien encombrés, c'est important. Et on voit bien que les applications que nous avons développées en interne CAPA, elles ont un véritable succès. Le suivi des bus urbains, l'information des voyageurs. Aussi la redécouverte de notre patrimoine, qui présente aussi un intérêt à la fois pour la population locale et pour tous les visiteurs que nous accueillons, puisque nous sommes quand même une destination touristique. Et puis il y a l'accompagnement des jeunes, parce que ça c'est aussi très important. Étant en charge aussi du développement économique, je peux vous assurer que, y compris durant cette crise, on a accueilli beaucoup d'entreprises au sein de notre hôtel et pépinière que nous avons mis en place, et il a été important de continuer à les accompagner aussi via ces outils numériques. Alors, l'année 2021, elle va constituer une étape importante pour la CAPA, avec l'écriture d'une nouvelle page pour la période 2021-2026, puisque c'est notre SDTAN qui va évoluer, notre schéma directeur territorial d'aménagement numérique. On va prendre le virage que nous avons déjà pris, mais encore plus fort, du territoire intelligent et des objets connectés. On a notamment on héberge une entreprise qui s'appelle ICAR, qui a développé une bague qui est connectée, avec laquelle nous avons mis en place un partenariat qui permet, par exemple, d'ouvrir les véhicules de nos collaborateurs techniques, qui permet d'ouvrir des salles de réunion, etc. Et puis, notre objectif, c'est aussi de rester en adéquation avec les orientations européennes qui nous permettent de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de nos actions. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Alors, il y a 5 axes qui vont définir les bases de ce futur plan auquel je faisais référence et qui vont nous permettre de maintenir le cap que nous avons suivi depuis l'origine. Donc, c'est agir sur le développement raisonné du territoire, économique, social, environnemental, bien évidemment. C'est aussi repenser l'action publique pour une meilleure relation avec le citoyen. On se rend compte qu'il y a souvent un décalage entre élus et citoyens, bien évidemment, et entre la collectivité que nous représentons et le citoyen. Donc là, il est important de la repenser, cette action publique. Et puis, comme troisième axe, nous avons l'intention aussi de proposer de nouveaux services aux usagers et d'essayer, en tout cas, de contribuer à transformer de façon positive leur cadre de vie. On souhaite moderniser l'administration pour améliorer nos performances internes, parce que, encore une fois, même si nous sommes en avant-garde, il est toujours important de se remettre en cause et de moderniser ces infrastructures et son administration pour qu'elles ne soient pas trop en décalage avec le monde privé, avec les citoyens. Et puis enfin, doter le territoire des infrastructures numériques indispensables, comme je le disais tout à l'heure, quand on parle d'infrastructures de transport, et bien le haut débit, ça fait partie aussi de ces priorités.
Voilà, je sais pas, je ne me suis pas chronométrée, chère Florence. Dites-moi si je suis. C'est parfait. Je pense, et inutile, je crois, de monopoliser en tout cas la parole. Je préfère laisser la place et écouter très attentivement ce que les homologues ont à dire chacun dans leur territoire, parce que échanger ensemble, je crois que c'est très important et c'est s'enrichir mutuellement. Merci à tous pour ça. Merci beaucoup Marie-Antoinette et désolée pour l'interruption de tout à l'heure. Je vais directement passer la parole à Pascal Luguet, qui est maire de Boë dans le Lot-et-Garonne et vice-président de l'agglomération d'Agen. Voilà, donc à vous Pascal pour ces 3 minutes. On vous écoute. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc merci pour cette organisation de cette cérémonie de remise qui prend aujourd'hui cette forme qui en réalité est l'objet de cette cérémonie, et je m'en réjouis de pouvoir effectivement y participer sous cette forme numérique. Alors je vais vous présenter rapidement ma commune et puis ensuite les actions que l'on a menées depuis déjà très longtemps. Alors Boë, c'est une ville du Lot-et-Garonne, en bord de Garonne, et ces jours-ci vous en entendez parler de Lot-et-Garonne parce que si effectivement vous avez suivi les actualités, on est le département qui est en zone rouge, la tache rouge qui est dans la carte de France. Eh bien nous on est en plein milieu, voilà. Donc vous pouvez pas ne pas savoir où se situe Boë, cette ville qui est une ville de 5800 habitants et qui est effectivement très attachée depuis longtemps au développement numérique. Alors en effet, Boë s'est engagé depuis maintenant une dizaine d'années, depuis 2010, dans le numérique, grâce aux services municipaux qui ont pris ça à bras le corps et qui ont vraiment eu à cœur de développer le numérique. Donc dès 2010, nous avons obtenu les 3 arrobases et on ne s'est pas arrêté là, puisque l'année suivante, nous avons eu le 4e et l'année suivante, nous avons eu le 5e arrobase, donc en 2013. Ce qui démontre bien évidemment la politique numérique dynamique et volontaire que l'on souhaite donc avoir dans notre commune et avec les élus qui m'entourent. Depuis donc 2010, 10 ans, sans projet, sans réalisation au titre donc du numérique sur notre commune, de très beaux projets qui nous ont donc amené à ce label qui est effectivement un label de 5 arrobases. Alors, ce n'est pas le seul label que nous avons eu, puisque Boë a effectivement d'autres labels. Nous avons la chance, dans l'entrée de notre commune, d'avoir plusieurs panneaux qui sont le label numérique donc libre, le label de Ville Fleurie 3 fleurs, le label Happy City 2 abeilles, et enfin le label Ville active et sportive, donc un laurier. Voilà, donc vous voyez qu'on est une commune qui est active, qui bouge et qui souhaitons effectivement aller à la recherche de certaines reconnaissances. Alors pour maintenir nos 5 arrobases, on poursuit bien évidemment les actions. Donc 2020 a été une année, comme dans beaucoup de communes et dans beaucoup d'agglomérations, une année où justement le numérique a joué un grand jeu. Par rapport à la crise sanitaire, bien évidemment, mais également pour lutter contre l'électronisme. 2 actions qui ont été menées pendant 2020. Alors, à ce titre-là, pour la crise sanitaire, qu'est-ce que nous avons fait? Premier point, nous avons mis à la disposition des écoles des tablettes pour que les élèves ne se trouvent pas isolés, puisqu'on sait que certains élèves ont été obligés de rester chez eux dans la période donc du Covid, et pour éviter l'exclusion de certains d'entre eux, nous avons effectivement mis des tablettes donc à disposition. Le service jeunesse n'est pas resté sans rien faire, puisqu'il a pris le soin de faire des vidéos toujours pareil à destination donc de nos jeunes, pour effectivement rester en lien entre ce service de jeunesse et les élèves et les enfants qui étaient effectivement restés à domicile. Nous avons également eu une action plus particulière au profit des commerces et notamment des commerces donc de proximité. Pour cela, nous avons créé une carte interactive avec les établissements qui étaient ouverts pendant la période du Covid, afin que bien évidemment les Boétiens puissent s'y rendre. Et puis nous avons fait une action en fin d'année qui a été une action pour redynamiser justement le commerce et l'envie
des gens pour venir consommer sur Boé. Et nous avons donc lancé un jeu concours qui s'est intitulé J'aime ma ville et j'achète à Boé, qui a d'ailleurs reçu un franc succès. Nous avons souhaité également avoir une action au profit des demandeurs d'emploi et nous avons donc renouvelé là aussi un partenariat avec Pôle emploi pour là aussi mettre à disposition nos moyens donc numériques au profit des demandeurs d'emploi qui ne devaient pas là aussi rester au bord du chemin, bien évidemment. Et comme beaucoup de communes, nous avons utilisé le télétravail. Les agents se sont effectivement adaptés et d'ailleurs je les en remercie. C'était effectivement, le télétravail a été bien accueilli et ça nous a permis de maintenir l'ouverture des services publics et je pense que ça a été particulièrement apprécié par la population. Nous avons aussi une action à l'égard de nos personnes âgées et nous avons la particularité d'avoir une MARPA au sein de la commune. Nous avons donc eu là aussi une activité particulière en remettant également des tablettes à la MARPA pour que les personnes qui habitent donc, qui sont déjà des personnes donc âgées, qui habitent au sein de la MARPA puissent bénéficier là aussi de cette utilisation des tablettes et ne soient pas bien évidemment isolées. Enfin, toujours en 2020, nous avons été innovants. Puisqu'il n'était pas possible de se réunir, nous avons eu des difficultés en ce qui concerne le conseil municipal et donc nous avons décidé là de filmer et de procéder à la retransmission en direct des séances du conseil municipal. Alors on l'a fait lors du conseil municipal d'installation, mais c'est une action qu'on a continuée, qui perdure et nous avons décidé que dorénavant le conseil municipal sera retranscrit en direct. Nous avons également implanté des écrans digitaux. Je suis peut-être déjà un peu longue, mais il faudrait conclure, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer. Voilà, ça c'est effectivement pour 2020. Alors, ce que je voulais quand même dire, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Ce qu'il faut savoir, donc ça c'est les actions que nous avons fait, mais aussi ce que nous avons fait, c'est pour lutter donc contre les difficultés et la fracture donc numérique. Il faut savoir que nous avons installé du Wi-Fi public dans les espaces publics. Voilà, c'est important. Nous avons déployé donc les points d'accès Wi-Fi 4EU sur les sites donc sportifs. C'est effectivement important et surtout, nous avons donc développé une manifestation qui est donc la manifestation Village numérique pour effectivement pouvoir aborder avec nos concitoyens les problématiques liées au numérique. Ça, c'est 2020. Alors, 2 mots très rapidement pour vous dire, 2021, on va développer 3 actions qui sont quand même importantes. C'est le portail famille. On va avoir une application donc mobile qui va s'intituler la bibliothèque en poche. Nous allons développer la plateforme e-commerce et ensuite donc nous avons un gros projet qui s'appelle Maison de Garonne qui là aussi va permettre d'être une véritable vitrine du numérique au sein de notre commune. Enfin, dans la campagne électorale, nous avions un gros projet numérique et je vais conclure là-dessus. Ce sont les projets de réflexion pour 2022 et 2026 qui vont être bien comme on peut rencontrer dans pas mal de communes, les bâtiments intelligents, le mobilier urbain connecté, les robots éducatifs et des expositions virtuelles, comme on a pu le voir durant donc 2020 au travers des différents musées. Voilà les projets que l'on souhaite avoir pour compléter toute notre qualité de notre politique publique et de notre politique numérique. Voilà ce que je voulais dire. J'ai été un peu longue, mais c'est vrai que quand on prend la parole, on ne se rend pas très bien compte de l'exercice. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie, Madame le maire, pour ce grand panorama des services citoyens, tout à fait intéressant. On vous retrouve sans manquer à la cérémonie tout à l'heure de remise des labels. Eh bien, je vais laisser sans plus tarder la parole à Eddy Haït, maire de Carrières-sous-Poissy, conseiller communautaire également, délégué au Grand Paris, Seine et Oise au numérique et trésorier adjoint de la MIF, Association des maires d'Île-de-France, dont Ville Internet est également partenaire. Merci à votre tour de respecter les 3 minutes. À tout de suite. Merci. Permettez-moi de vous remercier de cette invitation, de souligner en ma qualité de représentant de la MIF la qui date de 2018.
associations. Oui. Oui. On a peut-être un petit souci de connexion, mais on vous écoute. On vous écoute. D'accord. De toute façon, ma caméra fonctionne pas, hein, malgré le fait qu'elle soit bien allumée. J'en suis désolé. Je vous en prie. Deux associations, elles portent un message politique commun en faveur du numérique à destination des collectivités territoriales et donc cette cérémonie aujourd'hui, cette participation de la MIF est pour nous très importante au regard du travail commun qui est réalisé auprès des collectivités territoriales, notamment notre participation au label national territoire ville et village internet et aux autres événements que vous organisez. Alors j'ai souhaité aujourd'hui prendre ma casquette donc, de conseiller communautaire délégué à la problématique du numérique pour évoquer le projet phare que nous portons aujourd'hui. La communauté urbaine Grand Paris Sénéois, c'est plus de 400 000 habitants, 73 communes, c'est la plus grosse communauté urbaine hors Paris. Aujourd'hui, elle porte une politique assez volontariste en matière de numérique et on a souhaité avoir une démarche stratégique de la data des données. C'est pour nous important puisqu'il s'agit de mettre à disposition de tous un nombre de jeux de données en lien avec les services publics qui sont exercés par les collectivités de notre territoire et en lien avec la vie quotidienne de leurs habitants. Et s'il y a quelque chose qui est ressorti de cette crise de la Covid, c'est bien la nécessité de politiques publiques et de services publics efficaces. Alors, outre bien sûr notre obligation à se mettre en conformité avec le cadre réglementaire, la mise en place de ce portail Open Data qu'on veut réaliser va permettre de répondre à plusieurs enjeux pour nos collectivités sur le territoire. Tout d'abord d'améliorer la qualité des données qui sont produites en interne, permettant ainsi aux services et aux élus d'en être les premiers bénéficiaires, d'imaginer aussi de nouveaux usages, de nouvelles façons de faire, d'optimiser des services publics, toujours dans la logique d'avoir des services publics performants, d'offrir aussi de nouveaux services aux usagers et de favoriser ce qui est important sur des territoires de grande couronne comme la nôtre, de la nouvelle création de valeur, des applications mobiles, ainsi que du big data. Derrière tout ça, c'est tisser des relations avec une communauté locale, également de contributeurs, soit des associations ou des citoyens, et également des réutilisateurs de ces données publiques, qui sont les journalistes, les entrepreneurs ou des startups du numérique, et nous commençons à en accueillir sur notre territoire. Donc, cette démarche en fait de l'open data doit permettre à notre communauté urbaine d'avoir une impulsion partagée par les services avec une forte adhésion de nos services, hein, c'est près de 1200 agents et des élus communautaires autour de la question de cette donnée publique et territoriale. Et il y a derrière tout ça la notion de souveraineté numérique de notre territoire sur les données de proximité. Et vous savez à quel point la maîtrise de la donnée publique est un sujet stratégique aujourd'hui dans nos territoires, mais aussi au niveau national. Alors, on a déjà des résultats intermédiaires de cette démarche qui est engagée, puisque nous avons déjà une plateforme Open Data qui est opérationnelle, administrée aujourd'hui par l'équipe projet. Il y a 62 jeux de données déjà qui sont disponibles. Il y a des référents dans les services, donc c'est une démarche qui se développe bien. Et au niveau des communes du territoire, nous allons pouvoir proposer prochainement une page pour toutes les communes avec des visualisations types sur les données publiques dont elles pourront disposer. Et on a également maintenant la possibilité d'héberger à terme des données produites par les communes et des pages qui leur sont dédiées si elles le souhaitent. Alors pour un maire, pour le maire de Carrières-sous-Poissy que je suis, savoir comment sont utilisés mes équipements publics, savoir comment réadapter une politique publique à son usage et ainsi faire des économies budgétaires, c'est assez essentiel, notamment dans les périodes que nous connaissons tous pour les élus qui sont ici participants et présents et qui nous écoutent. Alors, une fois qu'on a porté cette démarche, on a aussi envie de diffuser et d'accélérer justement la culture de la donnée. Donc pour ça, notre territoire s'est engagé, une dizaine de villes déjà, sur le Challenge Data avec les étudiants de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, parce qu'on a la chance d'accueillir dans les Yvelines une école de sciences politiques. Et donc c'est organisé depuis février 2019. En fait, c'est un Challenge Data par data activistes. Et donc, qui va permettre aux étudiants en sciences politiques d'être en immersion dans des problématiques réelles d'usage des données qui sont rencontrées par les partenaires. Donc, les collectivités, les ministères, les entreprises, qui sont les partenaires de l'événement en question. Alors, ces étudiants, ils vont être accompagnés par des experts, d'activistes, pour travailler dans des ateliers durant une semaine à l'ouverture des données d'une dizaine de communes du territoire. Donc, c'est pour nous une démarche qui est importante. C'est une occasion unique aussi de bénéficier d'une aide pratique, méthodologique
et humaine par l'implication de ces étudiants. Et pour la communauté urbaine et donc pour ses habitants, c'est l'occasion d'accroître la visibilité de cette thématique et d'en faire vraiment un enjeu politique fort. Et j'insiste bien sur cette notion de souveraineté territoriale de la donnée publique. Voilà ce que je souhaitais vous dire, Madame la déléguée générale, en vous remerciant très sincèrement de cette invitation et de me permettre de porter cet exemple de démarche que nous mettons en œuvre à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Merci. Tout à fait intéressant. On salue également Datactivistes, on les connaît bien et ils font un Voilà. super boulot. Voilà, merci. Ben écoutez, on n'a pas, je crois, avec nous Monsieur le maire de Bourgheim, Jacques Cornec, dans le Bas-Rhin, qui malheureusement ne peut pas nous rejoindre. Donc, on va rester en Île-de-France, dans les Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye, avec Emmanuel Hayat, adjoint au maire, chargé du numérique. Donc, je vous laisse la parole, Emmanuel Hayat. Très bien, mais je vous remercie beaucoup de m'accueillir dans cette session un peu inédite. Saint-Germain-en-Laye, donc ville dans les Yvelines de 47 000 habitants, avec différentes plateformes. On a un certain nombre de plateformes, outre le site web et l'application pour un certain nombre de collectivités. On ressent un besoin des citoyens de simplification. Simplifier l'utilisation de ces plateformes, simplifier l'accès aux services publics, et également un besoin, et je pense que beaucoup d'entre nous le ressentent, c'est un accès un peu 24 heures sur 24, parce que il y a des vies qui sont différentes et parfois on veut accéder à un service public à 22 heures et bien sûr l'accueil du public est fermé. Alors en partant de cela, on commence à réfléchir à Saint-Germain-en-Laye à la mise en place d'un espace citoyen qui permettrait aux citoyens de se connecter une seule fois. C'est un peu le dites-le-nous une fois, notamment avec France Connect, et ça lui permettrait d'accéder à un certain nombre de choses, notamment réserver une place au théâtre, aller à la piscine, payer la place en crèche, les réservations de la cantine, et tout ça, voilà, on pourrait même imaginer faire les pré-formalités pour un passeport, tout ça dans l'objectif de simplifier le quotidien du citoyen. En parallèle, pour réfléchir à tout ça, on met en place différents comités, notamment un comité des usagers, qui est là pour réfléchir à un certain nombre de dispositions. Et l'idée, pour être très concret, on va mettre dans la main de ces usagers saint-germainois qui représentent la population l'application mobile. On va leur dire, par exemple, aller chercher l'horaire de la piscine et on va regarder comment ils vont le faire. Et tout ça, ça va nous permettre d'apprendre à comment construire cette plateforme et comment l'améliorer. Et puis, on a aussi le Conseil local du numérique qui a été créé en 2018, qui permet d'avoir 20 Saint-Germainois experts dans leur domaine et ils nous font des recommandations. On les fait travailler sur l'inclusion numérique, sur le sport, sur l'éducation, sur plein de sujets. Ils nous font leurs recommandations et puis après, on délibère entre nous. En lien avec l'espace citoyen, on aimerait également réfléchir à la mise en place d'une GRC, la gestion de la relation citoyenne, puisqu'on se rend compte qu'on a beaucoup de flux entrants, que ce soit téléphonique, mail ou courrier, et on aimerait un peu suivre tout ça, déjà pour qu'il y ait une meilleure visibilité pour le citoyen, c'est suivi des demandes, et puis aussi pour simplifier en interne un certain nombre de choses. Voilà, 2 projets, j'essaye de tenir dans les 3 minutes pour être rapide, 2 projets qu'on mène à Saint-Germain-en-Laye. Eh bien, vraiment, un grand merci, tout à fait intéressant. Vous voyez la diversité des politiques publiques qui sont portées autour de ces outils numériques et merci de ce témoignage. Donc, on va aller un peu plus dans l'est, dans le Rhône, à Villeurbanne, avec Gaëtan Constant, qui est adjoint au maire donc de Villeurbanne et chargé de la lutte contre la fracture numérique. J'apprécie cette dénomination puisque on parle plutôt de lutter contre la fracture numérique que d'inclusion numérique. C'est pas tout à fait les mêmes mots et c'est intéressant. Gaëtan Constant. Allô? Ah, alors, si Gaëtan Constant n'est pas encore des nôtres, peut-être Amel Zenati, si on ne vous prend pas trop de cours, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, vous voilà. Oui. On ne vous voit pas, mais on vous entend bien. Donc, vous êtes conseillère municipale à Grenoble,
dans l'Isère, bien sûr, et délégué à la transition numérique et à la stratégie de la donnée. Alors, on garde la place de Gaëtan Constant qui, du coup, interviendra dans la foulée après vous. Et donc, Amel Zenati, c'est à vous la parole. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et je vais essayer de faire 3 minutes. C'est pas gagné, mais je peux avoir 4 minutes. Allez. Je vous aiderai. Merci beaucoup, en tout cas. En tout cas, je suis ravie qu'on puisse démarrer l'année 2021 sur une note d'enthousiasme et d'encouragement pour toutes les villes qui ont participé et contribué au label 2021 des villes Internet. Et je tiens à remercier les organisateurs et le jury qui ont travaillé sans relâche, j'imagine, maintenu l'événement et su s'adapter aussi malgré les contraintes imposées par la pandémie. Et ça, c'est vraiment appréciable et vraiment chouette. Bravo en tout cas. La première participation de Grenoble au label Ville Internet a été en 2006. Cela fait déjà 15 ans que ça dure, 15 ans et 15 panneaux. Nous avons aussi reçu la distinction territoire logiciel libre en 2019 et Grenoble est terre des nouvelles technologies, terre du numérique responsable et de l'écologie. De beaux défis devant nous et c'est des défis qu'on doit porter et soutenir dans les prochaines années pour le mandat qui est devant nous. C'est la première fois que le numérique s'est vu comme déterminant dans la continuité des services publics des collectivités. L'utilisation du numérique a aussi révélé que nous avons beaucoup de travail pour lutter contre la fracture numérique. Les changements des pratiques et des usages et l'accompagnement par les acteurs sociaux de nos concitoyens dû à la dématérialisation des démarches administratives. Par ailleurs, durant cette période, nous avons constaté que les investissements et les efforts constants déployés nous ont permis d'anticiper la continuité des services publics et protéger nos agents en mettant en place le téléservice de 800 agents en simultané. Tous les services sont à l'œuvre et à la manœuvre et ont pris le virage du numérique. Je cite notamment les moyens d'information, des services communs aux 3 collectivités qui sont la ville de Grenoble, la métropole de Grenoble et le centre de l'action sociale de Grenoble. Le passage au logiciel libre, l'ouverture des données publiques sont des enjeux politiques portés par le service, mais en collaboration avec tous les services de la ville qui ont participé et ont joué le jeu. Les finances, la vie institutionnelle, l'urbanisme et les espaces publics notamment je peux citer qu'il y a 60 jeux de données qui sont issus que de la ville de Grenoble et on a 135 jeux de données qui sont sur le portail de l'open data de la métropole avec d'autres villes avoisinantes mais aussi ce qu'on appelle les satellites, donc les organismes qui travaillent en étroite collaboration avec les institutions. Le service de la communication qui a un rôle essentiel dans la diffusion de l'information à travers de multiples canaux, le journal de la collectivité, le Gros Mag, le site web et l'intranet, les réseaux sociaux et la diffusion des conseils municipaux en collaboration avec le service de la vie institutionnelle et ce depuis 2014, donc le premier mandat d'Éric Piolle. Et aussi un de ses membres actifs qui veille à la mise à jour des informations sur l'Atlas des villes Internet que je tiens à saluer personnellement et l'encourager de plus en plus à continuer à faire ce travail-là. L'autre service qui travaille d'arrache-pied, donc c'est le service de la relation citoyenne qui est la porte d'entrée des habitants et des usagers, qui a mis en place un dispositif de suivi des interpellations des citoyens en dématérialisant la gestion du courrier, la constitution d'une base de connaissances pour répondre directement aux questions des citoyens et le cas échéant, l'orientation vers les élus et les services concernés. Le service de l'action territoriale
qui accompagne quant à lui nos concitoyens les plus éloignés du numérique pour les aider à faire leur démarche et lutter contre le recours au droit. Je tiens donc à remercier tous les services de la ville de Grenoble qui mettent en place cette stratégie du numérique. Et comme je l'ai dit, ça fait 15 ans que ça dure. Donc nous avons anticipé cette transition et nous allons plutôt travailler de plus en plus aussi pour mettre en place et instaurer le numérique responsable qui est pour nous un élément majeur pour les années à venir. Et donc voilà, je tenais à vous remercier et ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour ce beau témoignage de transversalité du travail autour du numérique et de l'appropriation du numérique dans l'ensemble des services de la ville de Grenoble. Alors Gaëtan Constant, voilà, vous êtes là. Bonjour. Bonjour, vous êtes adjoint. On m'entend, c'est bon? Oui, on vous entend très bien. C'est parfait. Vous êtes adjoint au maire de Villeurbanne chargé de la lutte contre la fracture numérique. Et donc, vous avez les 3 minutes pour nous témoigner de votre action. Merci Madame Durand-Tornard pour l'invitation et cette participation. Alors en effet, Villeurbanne, donc ville de la métropole de Lyon, dans le Rhône, avec plus de 150 000 habitants, une ville aussi à la sociologie un peu multiple et qui vit comme tout un tas de communes la transformation numérique. Faut savoir que ce soit sur l'aspect interne ou l'aspect externe en fait de cette transformation numérique, c'est-à-dire à la fois pour les agents et agentes de la ville, mais aussi pour les habitantes et habitants de la ville de Villeurbanne, on se rend compte que le numérique transforme notre société. Le numérique est quelque chose qui a un impact directement sur notre collectivité parce que on a cette dématérialisation de tout un tas de services. On a plus de 36 000 services qui sont demandes de services auprès de la collectivité qui sont dématérialisés aujourd'hui, qui sont réalisés en 2020 en dématérialisé. On a plus de 50 types de demandes différentes qui sont dématérialisées. Donc en fait, c'est un enjeu pour nous de voir les conséquences que cette dématérialisation et que cette transformation numérique peut avoir sur notre collectivité. Et ça, ces enjeux, ça pose tout un tas de questions, que ce soit sur la question de l'inclusion numérique, que ce soit sur la question de la sobriété numérique, que ce soit sur la question de l'innovation ou même de l'émancipation. Moi, j'ose parler d'émancipation numérique parce que ça peut être un outil pour ce faire. Donc, c'est ce qui nous amène à nous poser tout un tas de questions. Et en tant que politique, en tant qu'élu, on doit répondre à ces attentes, répondre à ces enjeux avec différentes actions. Et ça tombe bien parce que c'est dans l'actualité un peu de mon action. Cette semaine, j'ai lancé on a lancé avec les différents acteurs de cette question le réseau d'acteurs de l'inclusion numérique sur le territoire de Villeurbanne. Alors l'idée c'était en fait de mettre autour de la table tous les acteurs associatifs, entreprises, citoyens, services de la ville qui travaillent cette question de l'inclusion numérique. Parce que pour nous sur Villeurbanne, la question c'est pas de se dire qu'on va créer une nouvelle inégalité avec cette transformation numérique, qu'on va accentuer les inégalités qui peuvent exister, parce qu'en fait, en réalité, c'est ce qui se passe. La crise du Covid nous l'a bien démontré. On fait qu'accentuer en fait ces inégalités, au-delà d'en créer des nouvelles. Et nous, on se refuse à ça. Et on a envie de mettre tous les acteurs, parce que en tout cas, je pense pas à ma politique comme étant un silo uniquement de mon rôle et des services de la ville comme étant les seuls acteurs de cette question. On met autour de la table tous les acteurs pour répondre justement à cette question. Et en les mettant autour de la table, du coup, on crée des synergies et on voit tout de suite que on a des mutualisations qui peuvent se réaliser. Donc ça, c'était la première action dont je voulais vous parler, qui est finalement assez simple, modulo énergie qu'on y met, mais finalement sur le papier, c'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est plus de l'énergie et de la volonté de tous les acteurs. Une autre action qui, elle, par contre, demande plus de moyens, on va dire, c'est la question, j'ai envie de créer une grande charte là sur cette année et un grand cadrage du reconditionnement de matériel informatique. Alors ça peut paraître simple comme projet, mais en fait j'y vois trois aspects. Le premier aspect, c'est quel matériel et d'où il vient. C'est-à-dire d'être capable de récupérer
de l'ordinateur portable, du téléphone portable, et de savoir à qui on les récupère. On le fait déjà auprès de la ville, c'est-à-dire que la DSI, on récupère déjà le matériel au sein de la collectivité une fois qu'il arrive à expiration, on va dire, pour lui donner une deuxième vie, une troisième vie. Donc ça, c'est une partie des choses qu'on fait déjà. Mais moi, j'ai envie d'étendre ça aux entreprises du territoire, aux associations et même aux citoyens et citoyennes, c'est-à-dire de récupérer le matériel qui pourrait avoir une deuxième vie. Le deuxième aspect de ce projet, c'est quels acteurs peuvent nous aider à reconditionner. C'est Cornec qui nous rejoint, mais il va éteindre son micro. Voilà. C'est terminé, s'il vous plaît. Le deuxième aspect, c'est quels acteurs peuvent nous aider à reconditionner. Donc là, on a des entreprises et des associations qui sont déjà en contact avec nous, qui vont pouvoir donner une deuxième vie ou une troisième vie justement à ce matériel-là. Et le troisième aspect, la fin de la boucle, c'est quelle population. Alors on a ciblé, pour l'instant, on avait ciblé les associations du territoire qui peuvent avoir besoin de matériel pour leur activité. Mais suite à la crise du Covid, on s'est rendu compte que aussi on avait des familles qui étaient totalement dépossédées en termes de matériel. C'est-à-dire que on pouvait avoir, pour une famille de 3-4 enfants, on pouvait se retrouver avec un smartphone comme seul outil informatique. Et vous vous rendez bien compte que quand on a un confinement strict et que les écoles sont fermées, autant dire que quand vous avez un smartphone pour une famille, autant dire que ces enfants-là sont déscolarisés, tout simplement. C'est le constat qu'on fait. On a aussi la question des sans-abri, la question des personnels, enfin des bénéficiaires du CCAS aussi. Donc vous voyez que cette triple boucle, en fait, c'est un des projets qu'on a envie de mener sur cette année pour en fait répondre à la fois c'est un peu le coût bonus qu'on répond à la fois à la question de l'inclusion numérique sur l'aspect du matériel. Encore une fois, je pourrais étendre sur la question des compétences, mais j'ai pas spécialement le temps. L'inclusion numérique et la question aussi de la sobriété numérique. Comment on redonne une autre vie à notre matériel. Donc voilà, brièvement. Vraiment, merci beaucoup. Encore une fois, à Villeurbanne, comme chez vos collègues, des initiatives exemplaires. Sachez que le temps reviendra dans le courant de l'année, évidemment, vers vous pour vous donner la parole plus longuement. Alors, Jacques Cornec, qui arrive juste à temps, alors que je l'ai clôturé, mais heureusement, maire de Bourgheim, Bas-Rhin. Donc, je vais vous demander, Monsieur Cornec, d'être vraiment extrêmement concis, puisque malheureusement, on a un petit peu mangé sur le temps, mais vous êtes avec nous et on en est très heureux. À vous la parole. En tous les cas, merci pour l'aide technique. En tous les cas, je voulais vous saluer toutes et tous en vos grades et qualités et vous remercier de m'avoir invité à prendre la parole durant ce 22e label national Territoire Ville et Village Internet. Alors, je suis maire depuis 2008 dans la petite commune de Bourgheim que je vais vous présenter très rapidement. Donc, petite commune située à 5 km de la deuxième ville touristique du Bas-Rhin qui est Aubernais, et qui a connu pendant 70 ans une activité agricole très importante et qui s'est terminée en 2003. Au niveau de l'association des maires du Bas-Rhin, je suis aussi le référent pour tout ce qui est numérique et je travaille aussi à l'université de Strasbourg à la fac de médecine. Alors, plusieurs actions ont déjà été menées dans tout ce qui est numérique au niveau de la commune de Bourgheim. Dans mon mandat précédent, nous avions mis en place une salle informatique au niveau de l'école avec 14 postes informatiques sous Windows 10. Nous avons aussi déployé le réseau informatique filaire dans la commune, que nous n'avions pas auparavant. Et donc, nous avons commencé déjà dans le mandat précédent aussi à faire de l'information à l'outil numérique via notre salle informatique de l'école élémentaire. Donc, suite aussi à cette situation sanitaire en 2020 déjà, nous avons mis en place donc une application numérique qui est à notre requête et qui a permis justement d'informer, de tenir au courant tous nos habitants. Je pensais que si on avait à peu près, on pouvait toucher 50-60% de la population, ça aurait été déjà formidable, mais la situation nous a permis effectivement et a permis aux habitants de s'approprier cette application et on atteint des sommets quand même très conséquents. Alors nous avons donc mis cette action en place et nous avons aussi mis d'autres actions en place, donc continuer à former à l'outil informatique nos aînés et on a déjà commencé un partenariat avec un organisme bancaire pour former nos aînés à cet outil informatique en fonction de leurs besoins et pas en déployant tout ce que peut comporter l'informatique.
Donc nous accompagnons aussi nos aînés à travers des rendez-vous qu'ils peuvent prendre avec le CCS pour remplir tout ce qui est documents administratifs, parce que souvent c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop où cliquer ou même avoir cet outil. Nous avons aussi mis en place un partenariat avec la DGFiP pour accès aux services donc des impôts. Les citoyens prennent rendez-vous via une plateforme téléphonique ou via la mairie, pour ceux qui ne sauraient pas le faire, pour venir donc prendre rendez-vous, et c'est la DGFiP qui vient avec les outils informatiques et qui peuvent répondre présents et donner toutes les informations à nos citoyens et au-delà de nos citoyens à tout le territoire, puisque c'est pas limité à notre seule commune. Donc nous continuons aussi dans cette direction-là à être présents pour nos habitants et le territoire. Naturellement, nous avons un site internet, une page Facebook depuis quelques temps et qui répond vraiment aux demandes des habitants. Et pour rester très court, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir permis de prendre la parole et en tous les cas, merci pour m'avoir écouté et à bientôt. Merci beaucoup. C'était très important pour nous d'avoir votre témoignage, à la fois pour que l'Alsace soit avec nous et puis pour que les villages et que la ruralité. Et on voit bien encore une fois avec votre témoignage que ce n'est pas en ruralité qu'on est le plus en retard, contrairement aux préjugés ambiants. Bien souvent, c'est dans des villages comme le vôtre que des initiatives innovantes partent pour se généraliser dans toute la France. On l'a vu à plusieurs reprises. Bravo pour vos initiatives. Donc merci à chacun d'entre vous. Vous aurez évidemment largement la parole au cours de l'année à Ville Internet jusqu'à notre congrès des élus numériques le 7 octobre. Pour le moment, nous restons ensemble dans ce temps informel. On a à peu près 2 heures avant la reprise vers 14h30 avec l'intervention de Julia Cagé. Vous pourrez évidemment pendant ce temps rejoindre les bancs publics, visiter les espaces d'exposition et nous nous retrouverons donc en début d'après-midi. Merci à vous et bon appétit pour ceux qui vont manger. Et n'oubliez pas d'aller voir Mon Petit Dada, source de confiance, ce dispositif qui vous permet d'identifier les sources publiques et universitaires dans vos moteurs de recherche. Il est possible pour les villes Internet de l'installer gratuitement. Donc, allez voir et on reviendra vers vous pour vous le proposer. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.